Le peuple gagne toujours, le peuple a toujours le monopole de choisir celui qu'il veut. Exactement, le processus électoral en RDC déjà s'annonce très mal. La désignation du nouveau président qui doit prendre le bâton de la CENI, jusque-là, on peut dire que les confessions religieuses c'est tombé dans un échec. Peut-on voir peut-être la suite de cette désignation? Qu'est-ce que cela pourrait nous donner? Est-ce que nous tendons vers un glissement pour l'élection 2023? On en parle au cours de cette émission. Nous sommes présentement au siège national d'un grand parti politique républicain, Unité des Valeurs, qui est coordonné par son président national, Michel Okongo. C'est avec lui que nous allons échanger au cours de cette émission des différentes thématiques et des questions de l'heure politique. Monsieur Michel Okongo, bonjour. Bonjour Pati. Merci de recevoir Éclairement chez vous. C'est pour la première fois que vous nous donnez cette opportunité. C'est moi qui vous remercie. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Mais essayons de en parler. Comment jugez-vous dans l'ensemble l'état de la République démocratique du Congo actuellement? D'abord, merci de m'avoir invité. Je salue le peuple congolais qui nous suit présentement. L'état de la nation est catastrophique. Nous avons beaucoup de choses à relever. Lorsque j'ai dit catastrophique, parce que comparativement à certains pays avec lesquels nous étions alignés sur une même rampe vers la compétitivité, je peux citer le Singapour, Brésil, l'Afrique du Sud. Vous voyez que nous avons marché en reculant. Mais aujourd'hui, lorsque j'ai dit que l'état de la nation est catastrophique, parce que nous avons le sentiment que nos dirigeants, les dirigeants politiques de notre pays ont la manette pour pouvoir régler les temps. Parce qu'au lieu d'avancer, nous sommes en train de reculer. Et puis à un moment donné, on se dit que bon, écoutez, nous allons rattraper le temps. Non, c'est raté. Voilà, l'état de la nation est catastrophique. Je ne vais pas vous faire d'autres tableaux parce que si tous les tableaux, rien ne marche. Voilà l'état de la nation. Lorsque vous dites que le pays essaie un peu de reculer, mais certains de vos compatriotes, je dirais qui sont même dans la classe politique, disent qu'ils ont trouvé les pays très bas et ils ont quand même essayé de ramener les pays quand même dans un niveau. Non, vous voyez... Est-ce que ça ne serait pas non. Une prétention? Non. Soyons conséquents et surtout soyons justes avec les mots. Quels sont les objectifs à atteindre pour notre pays? D'abord ça, nous devons définir les objectifs, sachant également que la République démocratique du Congo a une vocation nationale et internationale. Nous sommes appelés à vraiment grimper, à être au sommet. Nous sommes appelés à être l'épaule de stabilité pour certaines nations, donc l'Afrique et aussi sur le plan mondial. Nous sommes appelés à être la locomotive des nations. Ça veut dire lorsque ça ne va pas ailleurs, les gens doivent venir se ressourcer chez nous. Lorsqu'on a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a fait plus de 50 millions de morts, lorsque les gens n'arrivaient pas à mettre fin à la guerre, c'est chez nous qu'on est venu trouver la solution. La solution, c'était quoi? C'est l'uranium que notre mine de Shinkolobe avait fourni aux États-Unis et ça a permis la fabrication de la bombe atomique. Une fois largué les deux bombes à Hiroshima et à Nagasaki, eh bien, tout le monde a abdiqué. Et c'est grâce à la RDC que la Deuxième Guerre mondiale a pris fin. Ça, c'est un exemple que je donne comme ça parce que c'est vrai, j'ai compatis avec les familles, avec les gens surtout qui a perdu des milliers de personnes à cause de ces deux bombes atomiques. Mais au moins, ça a permis de mettre fin à une guerre qui avait coûté 50 millions de morts. Donc voilà, c'est un exemple que j'ai donné comme ça pour vous dire que notre pays a une vocation nationale et internationale. Donc tout ce qui vient
au pouvoir, tous qui ont la vocation de pouvoir servir notre pays, doivent se mettre en tête que la RDC, ce n'est pas n'importe quel pays. Nous sommes au centre du monde. Donc c'est une position stratégique et assez conséquente. Merci. Donc là, nous sommes dans l'émission La Voix est libre. Alors, Michel Okoumou, essayons d'en parler. Le processus de la désignation du nouveau président de la CENI, je dirais que toutes les classes politiques, il y a blocage, ça ne marche pas. Et de l'autre côté, on a accusé les confessions religieuses. De l'autre côté, les confessions religieuses disent que ce sont des partis politiques qui sont à la base de se mettre pour choisir un candidat qui ne répond pas du tout aux normes. Alors, pendant que nous avons pris ces blocages, jusqu'à aujourd'hui, le délai a été déjà dépassé. Les 72 heures que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, avait donné aux confessions religieuses, ça n'a pas eu, tout cela a été déjà fini. D'après vous, voyez-vous que nous sommes dans la bonne logique? Non, vous savez, les drames congolais, c'est que nous sommes incapables de nous mettre d'accord sur les fondamentaux. C'est ça le drame dans notre pays. Mais vous me citez Mbosso. Que vient faire Mbosso dans cette histoire? Il faut un petit recul pour survoler légèrement l'histoire pour comprendre que nous avons trouvé des arrangements afin qu'aujourd'hui, que ce soit les confessions religieuses qui puissent choisir le président de la CENI. Normalement, en ce qui concerne l'organisation des élections, c'est généralement le ministère de l'Intérieur qui est chargé de le faire. Mais nous sommes sortis d'une situation catastrophique après l'arrivée de l'AFDEL dans notre pays. Nous étions dans une situation de conflit et qui nous a poussé à aller discuter autour d'une table. C'était lors des dialogues intercongolais en Afrique du Sud. Donc nous nous sommes mis d'accord sur certaines questions. Et nous avons élaboré une constitution et puis il fallait passer par les 1+4 qui est 5 personnes dans l'espace présidentiel, un président et 4 vice-présidents. Et dans le partage des responsabilités, en ce qui concerne les vice-présidents, chacun devait avoir une sphère de responsabilité. Je prends seulement le ministère de l'Intérieur. C'était attribué à la RCD, au RCD Goma avec Rouberois. Imaginez-vous un seul instant, nous sortons d'un conflit et que Rouberois, dont la nationalité était douteuse, qui a vu se confier la charge de gérer le ministère de l'Intérieur. Est-ce que passez-vous un seul instant que si on lui avait attribué la responsabilité de gérer les élections, d'organiser les élections, ça allait être une catastrophe. Donc, nous nous sommes dit, autant mieux créer une institution d'appui à la démocratie. Donc, c'est la CENI qui a été créée conformément à l'article 211. Et bien, toutes les lois qui proviennent de la CENI sont attachées ou plutôt arrimées à l'article 211. Alors, la confession, ou plutôt les confessions religieuses ont eu pour tâche de désigner, comme d'habitude d'ailleurs, les présidents de la CENI. Cela a été fait en 2006, en 2011, et puis en 2000, nous avons eu d'abord Malou Malou 1, nous avions eu Ngoy Mulunda, et puis Malou Malou 2, et Corneille Nangaa après, parce que, voilà. Et ceci veut dire tout simplement qu'à chaque échéance, il y a toujours eu des problèmes. Mais cette fois-ci, on a touché les fonds. Parce que les confessions religieuses n'ont pas pu se mettre d'accord sur les fondamentaux. Parce que les élections sont une occasion de changer les institutions, les animateurs politiques. Et c'est une occasion de fête, de joie. Parce que c'est une occasion de renouvellement. Mais voilà que tout au début, on nous a présenté Malonda, ça a posé un problème.
Aujourd'hui, ne parlons même pas des individus parce que nous ne savons pas ce qui les oppose. Lorsqu'on tend l'oreille, on entend les uns et les autres parler de la corruption, de Dieu paie de 100 000 $. Et c'est pourquoi nous, dans Unité de Valeurs, nous avons demandé à ce que la justice puisse se saisir de ces problèmes parce qu'on ne les a pas envoyés là-bas pour s'enrichir. À partir du moment où ce n'est pas les gens de l'extérieur qui ont parlé, mais c'est entre eux qui ont évoqué la présence de la corruption. Et j'ai demandé au procureur général d'ouvrir ce que nous avons appelé une mission d'information. Voilà. Sur le plan juridique, il faut commencer par là, savoir exactement quelle est la part dans ce qui nous est présenté, dans ce qu'on attend, quelle est la part de la vérité, quelle est la part de la fausseté. Donc, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui, au stade où nous en sommes aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit forcément l'Assemblée nationale qui puisse s'occuper. Il faut commencer par la justice. Lorsque la justice aura rapidement fait son travail, il faudra trouver les coupables, les écarter, prendre les autres et puis les mettre et donner un délai afin que les gens puissent y aller très rapidement parce que si on ne le faisait pas, donc nous risquons de préparer les lits au glissement, ce qui serait catastrophique. Est-ce que ça serait possible lorsque vous demandez que la justice prenne ces choses en main et acheter d'abord le député, corrompre des personnes, des institutions? Cela, ce n'est pas la première fois, ça s'est déjà passé. On a même vu, même dans une majorité, ceux qui disent que cette majorité, à l'instant, est une majorité fabriquée qui a été achetée. Est-ce que pensez-vous que votre demande sera vraiment à l'auteur, que la justice prenne ces choses en main? Non, vous savez, si nous voulons construire, nous devons tenir compte d'abord du respect de la Constitution et des lois de la République. Ici, tu as 2 poids, 2 mesures. Oui, moi je ne vous laisserai pas dire ça. Moi j'ai confiance à ma justice. Ce sont des individus qui méritent d'être pris en charge tout simplement. Il faut leur donner les conditions du travail et puis il faut les amener à respecter tout simplement la Constitution et les lois de la République. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une grande première. À l'époque, il s'est agi de fois des noms qui ont été contestés. Mais aujourd'hui, associé au nom de Kadima, vous avez une histoire de corruption qui fait surface. Ça pose un problème d'éthique. Ça pose également un problème de loyauté. Et ces 2 principes viennent d'être violés. Alors on se demande, est-ce que dans notre pays, l'église est-elle toujours au milieu du village? Parce que l'église, c'est un refuge. Nous nous sommes dit, à l'église, au moins, on trouvera des gens loyaux, à qui la République pourra se réfugier, donner la responsabilité de trouver un président de la CENI. Aujourd'hui, nous sommes déchantés. Voilà les drames que nous sommes en train de vivre pour notre pays. Alors il faut refaire les choses autrement. Bon, je serais tenté de demander au chef de l'État de faire application de l'article 69 parce qu'il est le garant de la nation. Il est appelé à veiller au bon fonctionnement des institutions. La CENI en est une aujourd'hui qui est en mal de fonctionnement. Et voilà tout ça. Je serais tenté à me rabattre de ce côté-là. Mais encore une fois, il faut que les mécanismes démocratiques, y compris les mécanismes judiciaires, puissent prendre les choses en main. Parce que si on ne le faisait pas, avec la souffrance qu'il y a, avec la misère qu'il y a, avec les conditions sociales qui ne répondent pas, nous risquons gros, surtout le peuple ne voudra plus entendre parler de glissement. Monsieur Michel Okongolomena, les confessions religieuses, d'après eux, ne sont pas d'avis avec la candidature de M. Kadima. Alors, l'autre fois, j'ai vu la nouvelle société civile et même d'autres partis politiques qui demandent aux confessions religieuses de donner leur charte. De quoi est-ce qu'il s'agit et pourquoi les confessions religieuses ne sont-elles pas d'accord avec la candidature de Kadima? Non, vous voyez, faisons très attention parce que ce qui se passe, ça se passe en huis clos. Nous essayons tout simplement de rapprocher le fait
et les lois, donc les instruments juridiques qui sont mis à leur disposition. Normalement, selon la loi, les choix du président de la CENI se fait par consensus. Moi, je crois que le mot consensus, pour les confessions religieuses, devait prendre tout son sens. Et la loi a prévu ceci, qu'en cas de non-consensus, il faut qu'il passe au vote. Vous voyez, les deux mécanismes, j'imagine que ça a été enclenché, mais il n'y a pas eu de résultat. C'est pourquoi je vous ai dit que le Congo est dans un état catastrophique. Lorsque vous avez la négativité qui atteint les églises, eh bien le pays est par terre. Souvenez-vous de la conférence nationale, de la vague de conférences nationales. Il y a eu Monseigneur Dassouza au Bénin. Il y a eu Monseigneur Kombo ici au Congo à côté. Nous avons eu à l'époque Monseigneur, à l'époque il était encore Monseigneur José, celui qui vient nous laisser ici, Monsengo. Mais, oui, vous voyez, les autres ont terminé à temps. Nous, il fallait attendre près de 2 ans pour avoir un semblant de consensus. Mais ça pose un problème. Qu'est-ce qui nous tombe dessus? Et si nous devons continuer de cette manière-là, c'est que nous ne sommes pas conséquents. Vous voyez, lorsque l'AFDEL est arrivée au pouvoir, elle a dit qu'elle venait changer l'état des choses, faire les choses différemment par rapport à ce que faisait Mobutu. Et lorsque vous suivez le langage de campagne de chaque individu, c'est les changements. Eh bien, lorsque vous arrivez au pouvoir, où est le changement? Où est le changement? Même nos confessions religieuses aujourd'hui se mettent à se battre. Où est-ce que nous allons trouver du répit? Donc, vous êtes d'accord avec moi, Pati, que le pays est tombé trop bas. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que la justice s'en mêle. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. C'est ce qu'il faudra faire maintenant. C'est ce qu'il faudra retenir. Parce que notre peuple est dans un état très combatif. Mentez, 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 il en restera quelque chose. Et là, il en est resté quelque chose. Le peuple est en train de se saisir de cela. Vous voyez, vous êtes à Tchangou ici. Moi, je suis parmi les peuples. Dès que vous mettez votre bout de nez à l'entrée de Tchangou, je suis informé. Tchangou, c'est un district révolutionnaire. Je suis là, je joue aux pompiers, je calme les gens. Et tout le monde vient ici, ceux qui habitent Gombe partout, ils viennent faire leur discours démagogique ici. Je crois qu'à un moment donné, nous allons arrêter cela. Le peuple a tant souffert. Les confessions religieuses, même si on changeait les têtes que nous avons, je n'ai pas de délégués, mais ceux qui viendront demain auront un temps limité à nous sortir un candidat de la CENI. Parce que c'est constitutionnel, ils doivent le faire. Mais lorsque vous entendez dire que les confessions religieuses ont échoué, les confessions religieuses, ce sont eux qui sont en train de chercher que le consensus de la désignation du nouveau président ne s'est fait pas, autant de choses, parce que vous partagez le même point de vue avec ceux-là, qui ne sont pas du tout d'accord avec des confessions religieuses. Et si c'est là, continuez comme ça, et que l'Assemblée nationale prend la relève de la désignation du président. Oui, mais il faut qu'on se mette d'accord. Oui, moi, je n'ai pas de solution à proposer. Et toutes mes solutions sont arrimées à la Constitution. Vous pouvez proposer même des pistes de solutions, comme l'a fait Jonas. Mais je l'ai fait. J'ai dit qu'il faut commencer d'abord par savoir ce qui se passe au sein des confessions religieuses. J'encourage, je félicite l'Église catholique, parce que M. l'abbé Scholl était le premier à dénoncer la mafia, plutôt la corruption. Vous voyez? Mais il faut s'en saisir aujourd'hui. Bon, qui va s'en saisir si ce n'est la justice? Il faut que la justice commence par une procédure d'information. Savoir exactement ce qui s'est passé. S'il s'avère que, et cela a été avéré, que la corruption s'en est mêlée, eh bien, il faut que la justice aille jusqu'au bout.
L'étape suivante... La corruption n'est pas une chanson... à nouveau, c'est une chanson qui est beaucoup plus répétitive en République démocratique du Congo, connue au jeu de tout le monde. Non, moi j'ai des valeurs à défendre. Ne me dites jamais ça. Moi je ne peux pas passer une éponge sur les choses, la corruption. Vous voyez, c'est aujourd'hui. Et ce qui fait que nous soyons par terre aujourd'hui, c'est la corruption et tout ce que nous savons. La corruption, les détournements. Moi je serai toujours vigilant et intraitable face à ces fléaux-là. Si vous me dites que la corruption a toujours été là, malheureusement, mais nous n'allons pas accepter cela. Du moins, moi, je n'accepterai pas. Mon parti n'acceptera pas ça. Voilà pourquoi moi j'ai dit, il faudrait que la justice s'en mêle. Après, il faudrait remettre la tâche aux confessions religieuses, mais qu'ils nous trouvent des gens qui seront à l'abri de la corruption. Voilà. Parce que nous n'allons pas changer les méthodes, parce que si vous le faites, vous risquez de violer la Constitution. Les délégués qui sont là, ils ne sont pas uniques dans leurs confessions religieuses et respectives. Donc il faut trouver d'autres personnes qui soient à l'abri de la corruption. Et je signale que l'Église catholique a bien fait de dénoncer ce que nous ne savions pas. Nous avons fait confiance aux confessions religieuses et puis ils nous ont sorti autre chose. Encore une fois, je vous rends attentif sur le fait que nous avons des priorités dans ces pays. Vous voyez, nous avons des préoccupations sérieuses. Mais à chaque étape, on nous sort quelque chose qui amène les peuples congolais à la distraction. Vous avez ces débats, nous n'avancent pas. Il y a des choses sérieuses qui se passent. Le peuple congolais a faim. Nous avons une jeunesse en qui on a laissé la facilité de consommer les eaux d'eau. On a laissé les eaux d'eau, c'est une liqueur forte. Et on a mis, moi j'ai vu les étrangers amener ce qu'on appelle la drogue forte, ce qu'on appelle le bombé. La drogue artisanale. Oui, qui détruit notre jeunesse. Voilà le vrai sujet. Les enfants ne sont pas rentrés à l'école parce que nous avons inséré problème financier. Les parents ne travaillent plus. Il faut remettre les parents au travail. Nous avons suivi une campagne où il fallait revoir les prix au rabais. Et on aurait appris qu'on a commandé, je ne sais pas, 27 millions de tonnes de chanchard. Oui, c'est une bonne chose. Mais n'oublions pas que nous avons un fleuve de 4700 km de long. C'est un fleuve poissonné. Nous avons 36 lacs poissonnés et nous avons 126 cours d'eau poissonnés. J'ai dit, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Ben, c'est vrai, la bonne volonté, là, on voulait acheter les chanchères. Mais ça ne suffit pas, il faut faire autre chose. C'est pourquoi j'ai dit, notre rôle en tant que politique, c'est aider ceux qui sont au pouvoir. Ce n'est pas une opposition parce que nous sommes un parti républicain. Et c'est dans un esprit républicain que nous disons des choses qui ne marchent pas. Parce que le pays nous appartient à tous. Ceux qui sont là, notre devoir, c'est de leur donner un coup de main, à condition que nous soyons écoutés. Parce qu'à chacun son tour. Aujourd'hui, vous êtes là, demain, ce seraient les autres. Et on nous brandit un sujet qui ne devait pas normalement faire l'objet d'un débat, qui n'allait pas captiver l'attention du peuple congolais, cette histoire de confession religieuse. Trouvez-nous un président. Parce que le compteur est en marche. Bientôt, nous allons franchir l'année 2021. Nous serons en 2022, l'année préélectorale. Donc, vous voyez, Vous avez peur que cette discussion risque de nous amener dans une distraction et de repousser encore mais nous y sommes déjà. Nous y sommes parce que regardez le temps qu'on y a mis. On a perdu le temps pour rien. Alors que ce temps, nous devrions le mettre à profit pour faire autre chose, pour avancer.
Nous n'allons pas toujours refaire la même chose. Dialogue, dialogue, dialogue. Et finalement, pour quelle raison? Je crois que c'est trop. Les confessions religieuses, vous avez le devoir aujourd'hui d'avancer. La justice, vous devez vous en mêler. Le procureur général, il a les grandes oreilles. Voilà. Son problème, c'est de se saisir des questions comme ça, qui touchent un organe sensible à un moment déterminant de l'histoire de notre pays. Donc, la justice doit bouger. Le peuple attend voir comment la justice va bouger, très rapidement. Alors, voilà, nous allons essayer un peu d'en parler sur l'état des sièges, parce que l'état des sièges, ça n'a pas commencé maintenant. C'est lorsque le président a lancé l'état des sièges, on essaie un peu d'en débattre, d'en discuter, mais je vous rappelle que la soirée du samedi au dimanche, il y a eu de morts au Nord Kivu, voire même Ituri. Il y a eu de troupes rebelles qui sont entrées, qui ont massacré, qui ont tué. Malgré cela, notre armée a essayé un peu de repousser des rebelles, mais il y a eu autant de morts. Comment voyez-vous cet état des sièges? Est-ce que ça peut propulser à une réussite, ou bien nous sommes en train de tâtonner dans une réussite? Pour en parler de cet état des sièges. Non, normalement, cette question ne devait pas appeler à un débat. Je ne peux pas comprendre comment les chefs de l'État pouvaient laisser de paisibles citoyens se faire égorger. Non. L'état des sièges est une bonne chose pour la République. L'état des sièges, ça ne veut pas dire qu'on a envoyé nos militaires dans les casinos. Ils sont allés se battre au front. Et malheureusement, ceux qui sont en face de nous, les ennemis de la République, les groupes armés, ils sont également décidés à faire du mal. C'est ce qui justifie les morts qu'on n'arrête pas d'enregistrer. Mais l'état des sièges en soi est une bonne chose. Maintenant, c'est une question militaire. Nous n'allons pas débattre ici d'une question militaire. Nous devons être de tout cœur avec le commandant suprême de notre armée dans un esprit républicain. Nous devons être solidaires avec nos militaires qui sont au front, qui payent un prix pour que vous et moi nous soyons ici. Parce que l'empire humain, tel que nous savons, c'était fait pour coloniser les nations, coloniser les peuples. Et vous imaginez, si on était colonisé, vous et moi, on allait avoir cette liberté de parler aujourd'hui? Je pense que non. Donc, mais je veux que les politiques fassent une trêve. Que ces débats-là ne puissent plus surgir. Soyons solidaires avec nos éléments qui tombent malheureusement sur les champs d'honneur en train de défendre la République. Vous savez que l'ennemi est déterminé. Il y a des gens qui veulent prendre des portions, des pans importants de notre pays. Et c'est pourquoi les militaires sont là. Malheureusement, il y a des morts. Et nous devons, en toute honnêteté, nous devons être solidaires et ne pas engager un débat dans ce sens-là. Il faut soutenir. Monsieur le Congo, oui. Ce qui engage le débat, c'est parce que est-ce que l'armée est-elle dotée de matériel qu'il faut? Il y a un problème de matériel logistique. L'armée a un problème, ce qu'on appelle, je dirais, de salaire. Je dirais aussi quelque chose encore, de choses, des batailles, de l'armement qui peuvent donner la possibilité à l'armée. L'armée a déjà de la force, mais ce qui en manque beaucoup, ce sont des matériels logistiques, ce qui fait que à chaque instant, à chaque moment, on ne parvient pas à atteindre l'objectif. Et c'est ce qui fait débat, plus que des morts à l'est du pays. On n'a jamais cessé d'en parler de ça. C'est presque tout le jour, au jour, au lendemain, on se réveille, il y a toujours de morts, il y a toujours de morts. Et qu'on continue encore de parler de l'état des sièges. Oui, la question logistique n'a jamais été soulevée de la manière dont vous dites là. Je crois que nous avons la hiérarchie qui doit prendre ses responsabilités. Moi, je n'ai pas toutes ces informations-là. Tout ce que je sais, que nous avons souffert avec l'embargo militaire.
Je ne sais même pas comment notre armée parvient à se ravitailler, mais nous sommes une nation, nous avons des réserves de stocks d'armes, et je crois que l'état-major fait ce qu'il faut faire. Et tout ce que nous souhaitons, et si on était un peuple organisé, nous devrions contribuer pour notre armée. Je sais que les contribuables, d'une manière ou d'une autre, contribuent pour que l'armée soit là où il est. Mais nous pouvons faire plus. Vous voyez, dans d'autres pays, il y a des réservistes. Moi, on n'a pas de réservistes dans notre pays. Mais la seule façon de faire le travail que les réservistes font dans d'autres pays, c'est de cotiser. Vous voyez, cotiser pour notre armée. Et lorsqu'on aura cotisé, mettre ça à la disposition de l'état-major, si nous voulons pallier à cette question. Mais ça ne sert à rien d'ouvrir un débat là-dessus. Nous sommes un pays sinistré, nous avons beaucoup de problèmes. Ce qui concerne l'armée, du moins nous, au niveau des unités de valeur, nous nous sommes dit la seule chose que nous pouvons faire, c'est de rester solidaires avec nos éléments qui sont au front. Nous ne pouvons pas commenter la gestion. Donc à ce point, non, nous ne pouvons pas commenter cela. Nous respectons ce que fait chacun, notamment les commandants en chef et toute la hiérarchie militaire. Et ce qu'on souhaite, parce que nous sommes dans la prière, nous prions chaque fois pour que nos éléments ne puissent pas tomber davantage. Nos éléments ont quand même de la volonté et on va toujours les soutenir d'aller de l'avant. Alors, monsieur Michel Okongo-Lomena, on va essayer un peu d'en parler concernant votre parti, Unité des valeurs. Bientôt 2023, le temps n'est pas vraiment assez élastique. Le temps ça court. 2023, les processus électoraux. Qu'est-ce que l'unité des valeurs est en train de projeter dans les jours à venir pour le peuple congolais? Vous, en tant que président national. Bonne question. Je dois d'abord préciser qu'on ne vient pas en politique en mettant les ambitions à l'avant. On fait le contraire, on vient avec une vision. Vous parlez de poche? Non, je parle lorsque vous vous engagez en politique. Ne venez pas avec les ambitions, vous mettez les ambitions en l'avant. Mettez plutôt la vision en l'avant et puis les ambitions viennent après. C'est ce que nous faisons. Nous avons une vision. Notre vision n'a pas attendu la période électorale. Là, je vais y passer, ce serait ainsi pour le futur, les élections. Nous n'attendons pas seulement la période électorale pour prendre soin de notre population. Ce que nous avons fait, jusque-là, je vous l'ai dit, on le fait souvent, on organise les séminaires de formation et d'éducation civique afin de renforcer la conscience nationale. C'est quelque chose qui vient à manquer dans notre pays. Du temps de Mobutu, on avait une éducation civique, fut-elle dogmatique. Nous avons aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine de sites où nous avons organisé des cours d'alphabet gratuitement. Parce que notre pays, nous avons compris que notre pays a un taux élevé d'analphabétisme et d'analphabète. Donc c'est à peu près 40%. C'est énorme. Donc il faut s'attaquer à ces fléaux. Ça on le fait. Tant bien que mal. Mais aussi nous avons compris que ventre affamé n'a point d'oreille. Et nous avons financé des micro-projets. Je dis bien des micro-projets. Et pour cela, nous avons utilisé nos propres ressources, nos propres moyens financiers. Aujourd'hui, nous avons acheté quelques hectares. Tout cela, nous les mettons à la disposition de notre peuple. Vous voyez, remettre les Congolais au travail, c'était ça notre souci. En finançant les micro-projets, non seulement nous avons remis les Congolais au travail, mais aussi nous avons combattu la misère et la faim. Créer des emplois. Oui, c'est très important. Je lance un appel à d'autres partis politiques de faire la même chose. Et j'ai rendu attentif le peuple congolais, c'est le fait que lorsqu'à l'approche des élections, les gens vont venir vers vous avec de l'argent, des t-shirts, tout ça. Vous voyez, vous devez faire attention. Parce que ne vendez pas votre voix. Donnez votre voix à quelqu'un qui, demain, pourra vous rendre service à la République. Donc voilà les choses que nous faisons aujourd'hui. Ça nous a valu des diplômes que vous voyez là. Si vous jetez un coup d'œil, vous allez voir des diplômes qui nous ont été décernés parce que quelque part on a vu que nous avons fait un travail
magnifique. Nous nous sommes rapprochés de notre peuple. Et puis sur le plan diplomatique, c'est vrai, nous avons une diplomatie agonisante dans notre pays. Nous essayons d'élever la voix lorsqu'il en faut. Lorsqu'on tue notre compatriote quelque part, nous élevons la voix pour condamner. Lorsqu'il y a un mauvais comportement quelque part contre la République, nous élevons la voix. Donc nous faisons beaucoup de choses. Nous contribuons même à donner un coup de main à ceux qui sont au pouvoir. Lorsque Félix Tshisekedi est arrivé, le président de la République, nous avons élaboré un projet magnifique, un projet social que nous sommes allés remettre au pauvre et au fait Monseigneur Moulumba, Gérard Moulumba, qui en est mort, paix à son âme. Eh bien, on a fait beaucoup de choses. Est-ce que votre projet a été mis en exergue? Oui, pas de la manière dont nous l'avons souhaité, parce que c'est un projet qui consistait à aller acheter des produits agricoles qui pourrissent dans des coins reculés et de venir ravitailler les marchés à Kinshasa. À un moment donné, j'avais vu le chef de l'État avoir ordonné que des camions militaires puissent aller recueillir tout cela. Mais ça n'a pas été fait de la manière dont nous avions voulu, parce qu'il fallait en même temps donner du travail aux Congolais, parce qu'il fallait créer un hangar, tout ça. Ce sont des choses que maintenant, je les réserve au bon moment. Parce qu'il y a les seuls moments d'écoute, c'est pendant la campagne. Donc nous sommes écoutés. Mais aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir ne nous écoutent pas. Bon, nous sommes de cœur avec eux, parce que dans un esprit républicain. Il faut faire attention, pas seulement votre voix doit être écoutée à la campagne. C'est le moment de faire écouter votre voix, parce qu'on risque de dire que vous êtes venu faire écouter votre voix parce que vous vous attendez de voix par-ci par-là pour devenir et puis les abandonner. Oui, vous avez raison. C'est pourquoi j'ai dit, nous n'avons pas arrêté de parler. Nous avons mis la République au centre de tout engagement. Nous n'avons pas dit que X ou Y est au pouvoir, nous ne sommes pas là et puis nous laissons les choses pourrir. Nous sommes là, on donne nos idées, on n'a pas peur de donner nos idées. Malheureusement, on n'est pas suivi. Malheureusement. Non, vous êtes suivi, la communication est déjà passée, ça passe, les gens vous regardent par-ci par-là. Par les politiques. On n'est pas suivi par les politiques. Non, c'est parce que mais c'est une guerre entre vous, les politiciens, vous faites pas entendre. Malheureusement. Vous êtes en guerre. Malheureusement. Malheureusement. C'est pourquoi je vous ai dit, Pati, j'ai dit, c'est triste parce que nous n'arrivons pas à nous attendre sur les fondamentaux. Il y a un qui est cordonnier, un autre charpentier, un autre maçon. Bon, ils ont des compétences différentes. Lorsqu'un maçon parle, c'est une question qui concerne la maison. Le cordonnier n'a pas une option à faire valoir obligatoirement. Donc il faut écouter tout le monde, mettre les compétences ensemble afin que nous puissions aller de l'avant. C'est ce qui vient à manquer dans notre pays. Alors, M. Okongolomena, aujourd'hui en RDC, lorsque vous observez la jeunesse, c'est totalement dégradant, avec une situation macabre, s'il faut le dire, je me permets avec le mot. Le mot est juste. La jeunesse aujourd'hui est tellement plongée dans l'alcool. Les jeunes filles aujourd'hui font de la prohibition, des filles qui sont de la maison mais qui deviennent des marchandises de leurs parents pour aller chercher de l'argent et sortir avec n'importe qui. Il n'y a pas de l'emploi, tout le monde cherche à créer quelque chose pour avoir de l'argent, et des jeunes même qui se mettent dans des coins, qui vendent des liqueurs fortes en mesure. Ça m'a étonné de voir même des policiers qui viennent là et qui viennent prendre des liqueurs fortes ensemble avec ces jeunes, et voyez où ils vendent même ce qu'on appelle de l'opium, bangui. Vous, en tant que leader d'opinion, parents, lorsque vous voyez ces choses, qu'est-ce que vous sentez en vous avec ces combats que vous êtes en train de mener? C'est triste de les constater. Nous sommes victimes d'un grand complot. Donc, on affaiblit la jeunesse, on détruit notre outil de production, on s'attaque à l'homme. Tout cela, ça a une seule visée: détruire les pays, affaiblir les pays afin que les autres viennent l'occuper. Ajouter même la musique avec des textes, des insanités, des exhibitions, tout ça. Voilà, c'est comme si l'État avait démissionné. Les problèmes aujourd'hui, vous l'avez soulevé dans votre question,
nous avons une jeunesse qui n'est plus compétitive. Maintenant, ça a été ciblé. Vraiment, l'ennemi a ciblé. Et Kabila, donc l'AFDEL, est arrivé en 1997. Un enfant qui avait 5, 6, 7, 8 ans, à cette époque-là, ne connaissait rien de la politique. Depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 24 ans. 24 ans, c'est ça. Oui. 24. Prenez 24 ans plus 8, l'enfant de 8 ans. Ça fait quoi? Ça fait 32. Prenez cette tranche-là, de 1 à 32 ans. Ils sont tombés dans la coupe de la négativité. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Ces enfants-là qui ont vu arriver l'AFDEL à 8 ans, voire même à 10 ans. À 10 ans, c'est là on 38 ans aujourd'hui, c'est ça, hein? 34 ou 38 ans, 34 ans. Ces enfants-là qui sont devenus adultes aujourd'hui n'ont rien reçu comme éducation, comme soubassement. Ils ont eu à faire face à la négativité. Et c'est ce qui les poursuit. Et c'est cette tranche d'âge-là qui constitue notre jeunesse, donc l'espoir de demain. Et l'éducation qui leur a été donnée est différente de celle que nous avions reçue. Voilà pourquoi à cet âge, je continue à faire les plateaux de télévision pour chercher à délivrer le Congo. Mais entre-temps, cette jeunesse-là, qui est instrumentalisée par les partis politiques, nos collègues, parce qu'ils savent que la jeunesse est preneure. Lorsque vous le faites appel, parce que vous allez donner 5 000, 2 000, 3 000, un t-shirt, elle vient de la jeunesse, elle est instrumentalisée. On ne lui parle pas de son avenir. De peur même des partis politiques commencent à exploiter les jeunes. C'est triste. Donc, ça, c'est les constats. Maintenant, que faire? Il faut investir sur la jeunesse. Il faut qu'il y ait des bibliothèques mobiles, telles que j'ai vu dans d'autres pays, afin qu'on puisse faire rentrer des livres partout. Vous voyez, nous avons plus de bistrons que de bibliothèques. Plus de bistrons que de bibliothèques. Il faut faire l'inverse. Qu'on ait plus de bibliothèques que de débits de boissons. Vous voyez, c'est toute une politique. Je ne pense pas qu'au cours de votre émission, nous allons cerner tout cela. Mais je vous dis déjà, voilà cette tranche d'âge qu'on a désorienté. Eh bien, comme une proie, ils ont été capturés. Et c'est ça le drame maintenant. Nous avons un grand travail à faire parce que ces pays-là, nous devons les léguer aux générations futures. Mais dans quel état? Lorsque vous avez des petits pays comme les Rwandais aujourd'hui, qui viennent marcher sur la tête des Congolais, c'est parce que notre jeunesse a été désorientée. Et les adultes, pour eux, c'est la course vers l'argent, les pouvoirs. Et c'est fini. C'est fini. Nous devons nous réveiller, être conséquents. C'est pourquoi je suis en train de dire, ceux qui volent des millions. Aujourd'hui, j'avais dit que les coffres-forts, l'air était ouvert. Bon, l'air était ouvert, ils se sont servis. Mais après, il faut mettre une barre. Après, s'il y a quelqu'un qui vole des millions, il faut révoquer les moratoires et puis commencer à appliquer la peine de mort que nous n'avons pas révoquée. Pour ceux qui volent des millions. Parce que ceux qui volent des millions, vous voyez, après ce vol-là, ces détournements. Appelé à la justice, mais l'argent ne rentre pas à la caisse de l'État. Oui, ça aussi, c'est une chose. Voilà pourquoi j'ai dit, à vos collègues, j'ai dit, ce qui a à faire de mieux, c'est de rappeler tous ces gens-là, faire en sorte qu'ils soient répertoriés. Demander à ce qu'une partie de cet argent-là revienne ici, qu'eux-mêmes puissent les choses réinjecter ou plutôt injecter dans la production, dans la création d'emplois. C'est tout à fait possible. Pourquoi ne devons-nous pas nous asseoir avec et dire que vous avez autant de millions? Kabila en a peut-être des centaines de milliards, qu'il remette une partie et que lui-même la partie restante, qu'il puisse investir dans la production, qu'il puisse générer, que cela puisse générer des emplois, ceux qui ont des centaines de millions mêmement. Et l'IGF est en train de faire un travail formidable en amont.
Et la justice, c'est le fait en aval. Mais entre les deux, il y a un fossé parce que nous ne savons pas ce qu'il en est. Parce que condamner quelqu'un, le mettre en prison parce qu'il a volé, après, vous le condamnez à 20 ans, peine plancher. Il sort au bout de 20 ans, il a son argent, il fait ce qu'il en veut. Non, ils doivent remettre l'argent, la partie qui va rester, ils doivent s'engager à créer des emplois, en fait que les gens, les Congolais puissent se remettre au travail. Voilà. Monsieur Michel Okongolomena, est-ce que vous comptez 2023 bientôt? Est-ce que vous comptez être candidat à la présidence? Oh. Est-ce que il faut savoir aussi, parce qu'on ne veut pas que vous t'aimez aussi dans le même cas avec ceux-là qui ont été interpellés à l'IGF. On sait déjà que Michel Okongo, c'est quelqu'un qui a des investissements, qui a ceci, cela. Mais est-ce que vous serez candidat en 2023 à la présidence? C'est une question brute. Vous savez, lorsque je me promène, j'attends ce genre de questions, vous n'êtes pas les seuls. Après, j'ai dit, nous devons respecter les principes électoraux. Et le moment n'est pas encore venu pour pouvoir me prononcer. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est aider les chefs de l'État à accomplir son mandat. Si ça aurait été Fayoulou, le président de la République, j'allais faire la même chose parce qu'on le fait dans un esprit républicain. C'est lui qui est aux commandes, il faut l'aider à accomplir sa tâche parce que nous sommes tous des Congolais. Et puis le moment venu, le peuple me dira ce que je devais faire, ce que je devrais faire. Et puis nous sommes dans un parti républicain. Le moment venu, nous allons nous retrouver en congrès extraordinaire pour désigner nos candidats. En ce moment-là, vous le saurez. D'ailleurs, vous serez invité à ce congrès-là. Vous le saurez et ce sera au moment opportun. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est cultiver la terre, mes hectares que j'ai, mais aussi aider ceux qui sont au pouvoir. C'est ce que je fais. Non pas seulement les critiquer, il faut les aider avec des idées, avec des propositions. Si apprendre à laisser, moi c'est ce que je fais. Même du temps de Kabila, je le faisais, tout en combattant le système, parce que vous savez, dans l'espace politique, il y a opposition et pouvoir, mais l'opposition n'est pas là seulement à combattre les individus, on combat le système. Donc du temps de Kabila, j'avais combattu Kabila, et puis il y a des points auxquels nous étions d'accord. Mais les drames dans notre pays, c'est que chaque dirigeant politique, à chaque changement, celui qui vient et dit « je vais faire mieux que l'autre », mais finalement, c'est le contraire, c'est l'inverse. Kabila est arrivé, il a dit que je ferais mieux que Mobutu, mais Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais c'était pire. Et la Kabylie dans l'ensemble, Joseph est arrivé avec les mêmes discours, mais il en a fait moins. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'observer ce que fait le président Félix. Vous me poserez peut-être la question, bon, ça ne sera pas la question des bilans, mais nous sommes en train d'observer. Il y a du positif et du négatif là-dessus. Mais c'est le garant de la nation. Nous appartenons à une nation. Donc nous devons être avec lui dans un esprit républicain. Pas seulement critiquer. Mais il aura fait son bilan devant le peuple congolais. En ce moment-là, nous allons voir si nous irons aux élections, en quelle position. Alors, je vais chuter par là. Est-ce que Michel Okongolomena a été déjà sollicité pour avoir un poste ministériel? Et quelles sont vos relations avec Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito, Vital Kamerhe? Ok. En tant que républicain. Je n'ai jamais été sollicité par Félix Tshisekedi, non. Ça, je dois dire la vérité. Ni l'FCC? Non, du temps de l'FCC, du temps de la majorité présidentielle à l'époque. Oui, j'avais été sollicité plus d'une fois. Mais puisque mes attentes à moi ne corroboraient pas avec les attentes de la majorité à l'époque, hier FCC, donc j'avais refusé de travailler avec eux. Mais avec Félix, bien que nous avons été ensemble dans l'IDPS, on a eu une même culture politique avec lui, puisque notre mentor c'était le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba.
Je n'ai jamais été sollicité. De toute façon, il fait de son pouvoir ce qu'il en veut. Moi, je n'ai jamais été sollicité. Mais cela ne m'empêche pas de soutenir l'action républicaine, je le dis bien, dans ce que lui il fait. Et Moïse Katumbi, je ne l'ai jamais approché, rencontré plutôt. Je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Mais je vois que c'est quelqu'un qui est porté vers le bien. Vous voyez, j'ai passé le plan social, uniquement sur le plan social. C'est quelqu'un qui est porté vers le bien. Il a des actions sociales. Vraiment, je pèse mes mots. Il a des actions sociales portées vers le bien. Alors, Jean-Pierre Bemba, je ne l'ai jamais rencontré comme ça. Ah ben, à Sun City, oui. Et puis, lorsque j'étais représentant de l'IDPS en Suisse, parce que je vous rappelle que j'étais représentant de l'IDPS en Suisse pendant une dizaine d'années, mais aussi représentant intérimaire de l'IDPS en Italie. Et pendant les moments forts de la guerre, et lorsqu'il était à Guadeloupe, et je parlais avec lui tout le temps parce que Étienne Tshisekedi m'avait confié la responsabilité de prendre contact avec nos frères qui étaient dans la rébellion. Et je prenais aussi contact avec Roubaix-Roy à l'époque, qui dirigeait les RCD, et aussi régulièrement avec Jean-Pierre Bemba par satellite. Donc nos relations se limitent à ce point-là, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je le salue en passant là où il est. Et Kamere, c'est vraiment un compagnon d'élite. Nous nous sommes retrouvés dans un conclave de l'opposition avant les concertations nationales. On a beaucoup travaillé ensemble avec lui. Et puis, moi, je me suis retrouvé au dialogue national à la Cité de l'Union africaine. Et c'était lui le modérateur. Donc, il gérait un peu l'opposition. Mais moi, j'ai été un peu plus perché parce que j'étais de la composante personnalité politique. Donc, on a eu à collaborer ensemble. On a changé des idées. On construisait ensemble avec lui. Mais c'est sur le plan de travail, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais oui, je vais y arriver. Mais le fait qu'il ne soit pas là, bon, ça nous manque un peu. Je crois que oui, c'est quelqu'un qui devait être présentement ici, dans l'espace politique, en train de contribuer pour l'avenir de notre pays. Martin Fayulu, c'est un ami politique. Nous avons eu à échanger positivement avec lui. Je le porte toujours dans mon cœur, mais c'est un acteur politique important et qui est beaucoup apprécié par les Congolais. Donc voilà, moi je suis en bon terme avec tout le monde. Et il n'y a pas d'autres que je n'ai pas cités parce que vous avez cité les noms, mais il y a tant d'autres avec lesquels j'entretiens de très bonnes relations. C'est Sanga, c'est vraiment quelqu'un avec qui on échange beaucoup, que j'apprécie beaucoup, même si vous ne l'avez pas cité, Franck Diongo. Donc voilà, nous faisons partie d'une même composante. Et je parle de la composante politique et la classe politique de la RDC. Et voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ça a été un honneur pour nous, Éclair Monde, pour la première fois de recevoir Michel Okongo-Lumena, le président national de son parti Unité des Valeurs, précisément dans son siège. Et vous voyez son bureau tellement chic, je dirais, pour ne pas voir comme d'autres partis. Merci. C'est un peu de voir un tel bureau avec des belles cadres, c'est pas donné à tout le monde. Merci. Mais nous vous félicitons. Éclair Monde est là pour vous accompagner pour les prochaines élections 2023 à la candidature du président. C'est quelque chose que nous souhaitons. C'est une bénédiction. Je la prends. Et donc, vraiment, c'est un honneur pour nous. Merci. Merci pour les compliments. Merci. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission La Voix est libre, votre émission qui reçoit toutes les tendances confondues. C'est un plaisir de recevoir Michel Okongo-Lumena, président national du Parti républicain Unité des Valeurs. C'est avec lui que nous avons échangé des questions de l'heure, des questions politiques, des questions qui touchent
la République démocratique du Congo. Et nous vous disons un grand merci. On se retrouve encore à la prochaine édition, toujours dans la même chaîne et à la même diffusion, même site. Tout appelé, vous verrez toutes les adresses sont déjà là en bas. Nous vous disons un grand merci. Merci à l'équipe technique. Merci à Grâce, la Grâce qui est là, qui était à la caméra. Merci encore à vous tous et merci à tout le monde. Bonne suite des programmes.